Monseigneur, reprenons notre conversation parce que vous nous avez déjà dit beaucoup de choses sur votre famille, sur vous-même, votre vie, vos enfants, vos parents, vos voyages et l'affection que vous rencontrez en France et à l'étranger, qui a quelque chose d'un peu providentiel, je veux dire, qui n'est pas du tout le fait d'un attachement médiatique, puisque vous êtes discret, pour l'instant du moins. Mais au fil de cette première conversation, j'avais évoqué une médaille que vous nous avez apportée et que je n'ai pas assez montrée et dont je n'ai pas compris le sens. Alors, c'est un rapport avec un régiment que vous parrainez, c'est bien ça? C'est ça, c'est le 4e chasseur dont je suis le parrain, donc un régiment de cavalerie qui est rattaché à la brigade de montagne. Et j'aime beaucoup, en fait, c'est un bon mixte entre l'esprit cavalier, qui est mon arme en fait d'affectation, et l'humilité des hommes qui doivent faire face à la montagne. Vous avez face à la montagne ou face à la mer, et on doit garder une certaine humilité parce que s'il y a des combats qui se mènent entre l'un et l'autre, entre l'humain et la nature, c'est souvent la nature qui remporte. Ça fait figure d'engagement. Voilà, c'est un engagement que j'ai voulu avoir dans la continuité de mon service militaire. Et un peu le signe des autres engagements dans lesquels je me suis orienté. Alors il y en a de divers, on a parlé tout à l'heure de l'engagement au service du patrimoine, de l'engagement environnemental, essentiellement à travers la forêt, hein, puisque je le rappelle, je fais partie d'un syndicat forestier dont je suis administrateur, mais aussi le domaine social, en particulier le handicap. Je suis administrateur de l'Institut Lejeune, donc les maladies de l'intelligence, et avec trois domaines particuliers: la consultation, la recherche et puis la formation. Donc c'est quelque chose de tout à fait, c'est un travail tout à fait exceptionnel qui est réalisé par cet institut. Et puis j'ai moi-même un frère et une sœur handicapés, donc ça a du sens, ça a du sens. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis il y a des sujets qui m'intéressent aussi, comme l'économie, la diplomatie, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de structure particulière à l'intérieur desquelles je pourrais travailler pour faire avancer. Restons sur les questions sociales. Il est significatif que vous les abordiez immédiatement par la question du handicap. Vous dites que vous faites partie du conseil d'administration de la Fondation Lejeune. L'Institut, qui est la partie médicale. Oui. Je vous pose une question incidemment parce qu'elle me vient à l'esprit. Un des grands débats qui va venir dans le courant de l'automne prochain, sans doute devant le Parlement, est relatif à l'euthanasie. Il y a déjà beaucoup de facilités données par la loi Leonetti sur ce sujet. On va faire un pas en avant, ou ce qui passe pour un pas en avant. De quel œil voyez-vous ce débat et cette question? Alors moi, je suis plutôt favorable aux soins palliatifs parce que voilà, ça permet de traiter la personne humaine traiter la personne humaine dans sa dignité. Et puis une société qui abandonne ses anciens ou qui... c'est pire qu'abandonner, là. Oui, au sens... oui. Qui se sépare ou qui élimine ses anciens, c'est pas une société qui a de l'avenir, je pense. Oui. Si on pense un peu au-delà de ce sujet ou de ces sujets particuliers, on est dans un monde égoïste, mais issu un peu de cette philosophie des Lumières où l'homme est plutôt bon par nature et la société le corrompt. Donc le lien social est plutôt anti-nature. Alors que dans la philosophie classique, le lien social est dans la nature même. La famille, les entreprises, la société, les associations.
Et puis c'est quelque chose de très français, le monde associatif c'est quelque chose de très français. Donc, c'est la conséquence de l'animal social. Voilà, donc on est un peu en contradiction avec notre philosophie générale. Et voilà, pour des questions personnelles, je dirais, ou une vision assez, voilà, moi-je. Vous reliez ça au 18e. C'est comme l'a fait Solzhenitsyn, par exemple, quand il a si vigoureusement condamné l'homme occidental dans ce fameux discours qu'il publiait sous le nom du Déclin du courage. C'est un livre magnifique, je crois que vous l'avez lu, nous en avions parlé. Conférence à Harvard. L'homme du 18e est fait pour être détaché de tout lien, c'est-à-dire, et on le voit aujourd'hui, versé dans l'égoïsme. Alors ça s'appelle l'individualisme, mais c'est une hypostasie c'est foncièrement égoïste. Et puis la société moderne utilise certains mots du langage ou de la réflexion en changeant complètement le sens. On parle de mourir dans la dignité, mais c'est pas... au contraire, la dignité, c'est vraiment le respect de la personne humaine dans son intégrité. On parle de liberté, mais non, c'est pas la liberté au sens où on voit le bien, on le choisit et puis on l'applique. C'est très significatif, d'ailleurs, quand je vous parlais d'euthanasie, vous avez mis en balance, parce que les gens ne le comprennent pas tel quel, souvent, les soins palliatifs. Le choix est en réalité entre pousser les soins palliatifs, qui sont obligatoires, mais l'hôpital, tel qu'il est aujourd'hui, ne satisfait pas l'obligation légale, c'est-à-dire de pousser les soins palliatifs. Oui. Par exemple, l'affaire Lambert a été marquante à ce sujet-là. On avait des parents qui étaient prêts à reprendre leur fils pour l'accompagner dans cette dernière partie de la vie. Et puis en face, on avait une épouse et un corps médical et une pression sociale qui voulait absolument aller dans le sens de ce qu'on a aujourd'hui. Et de la mort. En fait, on peut pas. Et pourquoi on n'irait pas plus loin et finalement, si la personne n'est plus dans le standard auquel on est attaché aujourd'hui, et ben on dit elle fait plus partie de la société, elle est un poids, et donc on s'en sépare. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est une boîte de Pandore qui a été ouverte et puis ça va aller toujours. Et puis on va tomber dans les romans de science-fiction qu'on a tous lus quand on était plus jeune et qui finalement trouvent une certaine réalité aujourd'hui. Hein. Notamment dans les progrès du transhumanisme, qui sont évidemment, pour nous conservateurs, c'est-à-dire une modification de l'homme en oubliant tout ce qui a fait la nature humaine, la nature tout court et la nature humaine. Oui, mais parce que c'est le moi indépendant de tout, qui s'affranchit de tout, mais finalement qui est très malheureux parce que les lois de la nature sont inscrites par le Créateur et donc et foncièrement vers le bonheur et vers les bonnes choses. Donc on va vers une société malheureuse. Vous savez, dans ses conversations avec Claude Guy, le général de Gaulle, dit quelque chose de très étrange tout à coup. L'homme moderne, à mesure qu'il est de plus en plus moderne, est un homme malheureux. Vous venez d'utiliser le mot, c'est comme ça que je pense à cette... il lâche ça au fil d'une conversation. Mais il peut pas être heureux parce qu'il ne peut pas atteindre ce pourquoi il est fait. Et c'est ça, elle est là la question. Et c'est la même chose pour la société. Ce pourquoi elle est faite, c'est le bien commun. Et si on est dans des structures qui vont à hu et à dia parce que tel homme politique n'est pas satisfait, n'a pas réussi à atteindre ce qu'il voulait, et donc un peu de façon puérile se dit si j'ai pas ce que je veux, je casse tout.
D'autant que ces frustrations sont énormes. C'est une société qui frustre aussi. Oui, oui, oui. Qui donne à voir des choses qui les frustre, appétissantes. Ensuite, derrière, qui, dans le caractère des personnes, fait que soit on revendique, soit on dénigre la personne qui a autre chose que ce qu'on a nous. Et donc, on ne peut pas avoir une société paisible. Pas possible. Vous vous rappeliez en tous les cas les 8 principes capétiens dans un entretien que vous avez accordé au Nouveau Conservateur au début de l'année 2002, il y a 2 ans et demi. Je ne sais pas si je les rappelle. J'ai repris dans un petit ouvrage qui a été publié récemment, Philobise, par la structure Philobise, sur des principes pour les managers aujourd'hui. Oui. Pour ceux qui gouvernent. Pour le gouvernement. Oui, pour ceux qui gouvernent. C'est le nouveau miroir des princes, c'est-à-dire les principes qui doivent guider le gouvernement. Alors, le premier de ces principes, vous avez cité, c'est le service rendu. Oui. Très important, cette notion de service chez vous. Et c'est une autre conception de la politique qui n'est pas machiavélienne ou anti-machiavélienne, qui consiste non pas à prendre le pouvoir et à le garder autant que possible, avec toutes les ficelles afférentes, mais à rendre service aux siens. Et c'est votre conception de l'action politique. Oui. Et ça rejoint quelque chose. Alors, on peut pas l'expliquer, mais le comparer à ce qui se passe, par exemple, chez les Américains. Pas dans ce sens propre, mais par exemple, les Américains, quand ils font leur business, le développent à fond, et puis ils arrivent à un certain état, et puis à ce moment-là, ils se disent « Ah ben, ça serait pas mal que je rende à la société ce qu'elle m'a apporté. » Quelquefois oui, quelquefois non. Alors, beaucoup font ça, ceux qui ont conscience de ça. Et je trouve que ça procède un peu de cette idée-là. Ça va un peu plus loin parce qu'il y a un fondement chrétien à la réflexion et l'action publique et l'action politique. Et donc, il y a tout un corps de principes qui pousse dans cette direction. Et je dirais, c'est comme un professeur on n'a jamais autant compris que ce qu'on a transmis. Et le service procède de ça, la transmission, c'est-à-dire qu'on a reçu, on transmet et on essaie de le faire au profit d'abord des proches et puis ensuite du plus grand nombre. Alors vous parliez du management, enfin du gouvernement. Il y a parmi vos points forts dans vos interventions ici ou là, quelquefois même dans les papiers que vous faites dans des organes de presse importants comme Le Figaro, vous l'avez fait à plusieurs reprises, quelques sujets qui reviennent souvent, la souveraineté, par là la question européenne, les questions internationales, et il y a un autre grand bloc, c'est les questions institutionnelles. Je ne sais pas par lesquelles vous voudriez que nous commençons, mais j'aimerais qu'on touche un mot de chacune. On peut peut-être commencer par la politique intérieure. La politique intérieure, la politique des institutions. Vous avez dit un jour que vous teniez à la Ve République dans son intégralité. Et ça peut être étonnant, mais Hilaire de Crémier nous disait qu'au fond, pour un royaliste, la Constitution de 58 était parfaite, simplement. Il fallait simplement modifier un point, le suffrage universel, l'élection de suffrage universel, qui n'est d'ailleurs pas dans la Constitution de 58, modifiée par la monarchie héréditaire. Sachant que au départ, quand on regarde Capet, il a été élu par les siens. Donc il y avait cet aspect-là des choses. Mais c'est vrai que je me souviens de mes cours de droit où le doyen Dailly était venu expliquer un peu ce qu'était la Cinquième République et la façon dont ça avait germé à la fois dans la tête du général de Gaulle, mais aussi de ceux qui étaient autour de lui, en particulier Michel Debré. Donc, voilà quelque chose qui est propre au modèle français et qui a fonctionné avec un exécutif très distinct du président. C'est-à-dire que je me souviens avoir lu quelque chose de vous sur le sujet. L'essentiel, enfin le point de départ, c'est de distinguer la fonction présidentielle de la fonction strictement exécutive, gouvernementale.
Et donc d'avoir l'actualité aujourd'hui. Et puis de cette superposition de deux temps, le temps long avec le président qui donne les orientations générales, et puis le temps court ou le temps du moment avec ce Premier ministre qui représente en fait la Chambre, qu'il y ait une majorité ou des accords. Alors c'est plus facile quand il y a des grands partis parce que voilà, ça permet de dégager plus facilement peut-être une majorité à l'Assemblée. Quand il y a beaucoup de partis et qui sont très remuants, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est plus difficile. Après, il faut trouver une façon de faire. Mais l'un sera obligé de gérer les choses à long terme, et puis l'autre, ou gouverner à long terme, et puis l'autre, voilà, les affaires courantes, comme on avait autrefois entre le roi et le Premier ministre, enfin, et le ministre et le gouvernement. Donc je pense que ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faudrait retrouver, parce que ce qui a tué en fait la Constitution, ou l'esprit de la Constitution, c'est le quinquennat. On a un rythme concomitant entre le président et le Premier ministre qui devient une sorte de vice-président. Ça confond les deux ordres. Ouais. Donc c'est jamais très bon. Et puis le président, sa fonction, c'est quand même la représentation nationale, donc l'ensemble de la France. Mais alors là, justement, il y a une aporie dans la Ve République, et je crois que De Gaulle s'en est aperçu, vous me voyez venir avec les gros sabots, c'est que le président de la République doit incarner l'ensemble de la nation, il est l'homme. Formule du général De Gaulle qui est très belle. Il n'appartient à personne pour être l'homme de tous. Oui, sauf qu'il est élu par une partie de ça. Sauf que, voilà, l'aporie est là. Ben voilà. C'est qu'il est obligé d'en passer, et de plus en plus. De Gaulle moins, peut-être Pompidou moins, mais plus ça va, plus ils sont obligés d'en passer par. Et puis finalement, d'incarner une partie de la nation contre l'autre. Et donc, la sauf s'il arrive à se dégager un peu de cette partie-là, ce qui a été un peu le cas lorsqu'il y a eu la cohabitation avec François Mitterrand. Et on voit d'ailleurs un peu le changement entre les 4 premières années, donc de 81 jusqu'à 86, et puis après, bon, ça, voilà, il prend de la hauteur. Mais voilà, c'est le système des partis. Et puis après, il se revanche pour être réélu. D'où justement l'intérêt d'une monarchie. Il y a quelque chose qui ne va pas là. D'où l'intérêt d'une monarchie. D'ailleurs, cette constitution s'arrête en chemin. Voilà, il n'est pas allé au bout. Il y manque quelque chose. Et ça serait intéressant. Le général de Gaulle l'a compris, puisque, alors, assistant sur cet épisode, moi, il m'intéresse beaucoup, et nous en avons déjà parlé. Cet épisode mal connu des Français, mais très intéressant, où De Gaulle, voyant bien la porie, la contradiction, songe. Alors il y a un double sens du mot songe. Il y songe comme on fait un songe, et il y songe comme on songe à quelque chose. Ceci ou cela, voilà. Il y a un peu des deux, à mettre en piste votre grand-père, le comte de Paris, pour qu'il soit candidat à la présidentielle de 65. Là, on est au début des années 60, quand il noue des relations qu'il avait déjà nouées auparavant, avant de revenir au pouvoir en 58, allant à Louvciennes, je crois, en 54 ou 55, très peu après le retour d'exil de votre grand-père. Et ça agace un peu une partie de l'entourage, dont Michel Debré, dont nous parlions, mais il voit souvent votre grand-père. Parce qu'il y a eu un attentat à Louvciennes. Il y avait une bombe qui était posée, une petite bombe qui était posée sur le mur extérieur de la propriété, là où mon grand-père avait son bureau, et qui a explosé, heureusement, à un moment donné où il n'était pas là. Mais rassurez-moi, ça n'a pas de rapport avec Michel Debré. Alors, on ne sait pas qui était là. Mais je sais que l'entourage du général de Gaulle... Même Pompidou était assez hostile. Et puis je pense qu'il y avait une autre personne, un autre personnage, la personne de Valéry Giscard d'Estaing, qui... je ne sais pas quel était le lien particulier à cette époque-là, mais c'est vrai que l'entourage... Il était ministre des Finances. Voilà, c'est ça. L'entourage n'était pas très favorable. Oui. Pas très favorable. Il y en avait d'autres. Et je crois,
Jean Dutour qui m'avait dit Michelet, ça. par exemple, qui était important, un ministre important au début de la Jean Ve Dutour m'avait République, dit qui ça était un tout à jour. fait favorable. Qu'il avait fait un petit sondage aussi, le général de Gaulle avait fait un petit sondage auprès des grands serviteurs de l'État pour voir un peu quelles étaient leurs opinions. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de suffrages. Et puis, Enfin, De Gaulle était assez loin. Il avait demandé à votre Oui, grand-père de se oui, faire connaître, oui. demande à la télévision de Oui. le faire passer pour des émissions, pour le faire connaître. Il a confié diverses missions, notamment en Algérie, ainsi qu'à votre père, Oui, oui, le fils du comte qui a travaillé pour le général général de Gaulle. qui était au secrétaire général du gouvernement. Oui, Et qui témoigne aussi de l'intention du général de faire en sorte. Alors, encore une fois, vous citiez Capet, il ne s'agissait pas d'instituer un monarque comme ça par la volonté du président, fût-ce Charles de Gaulle, mais de le pousser à être candidat en 65. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors après, j'ai lu un livre de Pierre Fitte, justement, sur, je crois que c'était sur la Chine, ou sur le général de Gaulle. Non, j'ai lu le livre de Pierre Fitte sur le général de Gaulle, qui disait, quand le général de Gaulle disait « j'ai compris » ou acquiesçait, ça voulait dire « voilà, j'entends ce que vous voulez me dire, mais je me garde de décider dans quelle direction on va aller ou pas ». Il a été plus explicite devant Philippe de Saint-Robert, à qui il dit « oui, j'ai songé, c'est pour ça que je reprenais le mot tout à l'heure, à rétablir la monarchie ». Il lui dit. Alors, ça ne s'est pas fait. Ben ça ne s'est pas fait, je ne sais pas. Peut-être les caractères, l'engagement de mon grand-père, peut-être l'engagement de mon père qui ne correspondait pas à ce qu'il attendait. Je ne sais pas. L'entourage, sans doute. Donc c'est sans doute un conglorémat de petites oppositions qui, quand on fait un bilan débit-crédit, montre que ça penche plutôt dans un sens. Donc, il y a un exemple terrible. Charles de Gaulle avait nommé votre grand-père président de la Croix-Rouge pour lui donner une dimension internationale et pour lui donner un poste dans la République. Et le titulaire du titre, André-François Poncet, a refusé de démissionner. Oui. Mais pour laisser la place en à fait, votre c'est un modèle intéressant. Ça aurait été un modèle intéressant, un peu à la manière de ce qui se passe dans les monarchies de l'Est. On le voit en Roumanie. En Roumanie, on a un gouvernement classique. Il n'y a pas de président, mais un gouvernement classique. Et puis, il y a la famille royale. Et la famille royale, en fait, a un statut. Et c'est la même chose en Serbie. Et la famille royale a un statut particulier. Et ce statut particulier leur permet de représenter l'État et la nation et la Roumanie dans un certain nombre de manifestations qui donnent à la Roumanie un surcroît d'influence, de visibilité auprès des... et c'est tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant. Et de stabilité peut-être. Voilà. Et la Roumanie est un bon exemple. Un bon exemple. Il y a des restaurations dans l'histoire, monseigneur, vous le savez. Oui, je sais. Alors beaucoup de gens la souhaitent. Quant aux institutions de la Ve République que vous défendez, vous plaignez beaucoup d'autres atteintes à sa logique propre. Oui. Je trouve que suggériez plusieurs... on va beaucoup, mais ça on le retrouve aussi au niveau de l'Europe, on va beaucoup vers des structures qui ont de plus en plus de pouvoir sans être passé par l'élection. On a vu ça dans la gestion de la crise du Covid. Terrible. Terriblement. Et on le voit, mais aussi au niveau européen, avec des personnages qui prennent des décisions sans avoir été le fruit d'élections propres. Et je trouve que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Une des choses que vous préconisez, c'est le retour, la fin de l'interdiction du cumul des mandats, justement, pour que les élus soient plongés dans leurs électeurs, dans l'univers. Oui, je pense que si on revient sur nos questions internes, on a parlé du temps long et du temps court. Il faut qu'il y ait cette dichotomie entre le président et le Premier ministre. Ça, c'est la première chose, c'est indispensable.
Ensuite, la deuxième chose, c'est le rétablissement d'une dose de proportionnel dans les élections, notamment essentiellement les élections législatives, pour qu'il y ait vraiment une représentativité comment dire, une plus grande représentativité des gens qui s'expriment. C'est le système allemand, c'est-à-dire une partie du Bundestag est élue au suffrage direct, ce qui assure une majorité, puisqu'à ce moment-là, le parti majoritaire l'est encore plus nettement et permet une stabilité gouvernementale, mais une part aussi, je crois qu'il y a 200 députés du Bundestag qui sont élus à la proportionnelle. Vous verriez un système semblable en France ? Alors après, ça, c'est les techniciens qui mettent ça en place. Sur les chiffres, oui. Mais je pense qu'il faudrait... En tout cas, il n'y a que la proportionnelle qui est capable de donner une meilleure représentativité de ceux qui s'expriment. Et puis le troisième, c'est de revenir au cumul des mandats, au moins d'avoir 2 mandats, un mandat local et un mandat national. Après, il y a dans les mairies, dans les départements, il y a des vice-présidents, etc. Donc on peut déléguer certaines choses mais de garder ce lien avec la réalité. Je pense qu'on et avec le peuple. C'est ce que j'appelle la réalité. La réalité. Mais alors, ça peut étonner certains de ceux qui vous écoutent, monseigneur, de voir un prince qui est si sourcilleux sur la rigueur démocratique. Or, la monarchie est populaire depuis sa naissance. Oui, mais parce qu'il y a toujours eu un lien étroit. C'est une légitimité populaire. En fait, la question, voilà, c'est ça. Il y a eu toujours un lien étroit entre la Révolution. L'Église, la population et les princes. Contre les féodaux. En fait, contre toutes les structures intermédiaires qui veulent... Mais on disait aussi le prince en ses conseils et le peuple en ses états. Donc il y avait aussi la représentation intermédiaire. Et tout ça était plus que dans une séparation des pouvoirs, dans un équilibre des pouvoirs, quelque chose qu'on retrouve un peu en Suisse, avec ce que saint Thomas appellerait le meilleur équilibre entre le pouvoir d'un seul, le pouvoir de plusieurs et le pouvoir de tous. Oui, c'est les 3 légitimités d'Aristote. Voilà, donc et on retrouve ça au Liechtenstein. Et on retrouve ça au Liechtenstein. Donc il y a donc un roi ne serait pas omnipotent, voilà ce qu'il faut dire. Justement, au contraire. Il est dans un ensemble, dans une cohérence qui fait ça. Dans un équilibre, voilà, quelque chose qui est équilibré. Et la Constitution est là pour déterminer cet équilibre, en réfléchissant toujours aux conséquences, parce que c'est toujours là. La question de ce qui peut arriver, ce qui pourrait arriver, alors évidemment, en montrant exactement ce qu'on souhaite faire, etc. Donc, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui serait tout à fait envisageable. Les Français ne se représentent pas tout ce que vous dites à l'instant, là. Ils ne se représentent pas que l'idée du roi, très caricaturée, évidemment, et notamment par l'histoire de France telle qu'enseignée par les manuels de la République, qu'un roi s'inscrit dans un équilibre des pouvoirs, qu'il n'en confisque aucun, mais qu'il ajoute quelque chose. Parce qu'il faut revenir à ce que sont les choses, et non pas... Et malheureusement, dans le domaine éducatif ou ailleurs, on a de plus en plus affaire à des agents de propagande qui, finalement, qui racontent les choses, des choses qui ne reflètent pas la réalité. Et la question éducative est primordiale. C'est pour ça qu'on a, dans l'association que j'avais créée en 2003, que j'ai créée en 2003, qui existe toujours, Jean de France. Parlons de Jean de France. On a mis en place une action qui s'appelle la Nation en partage, avec le sous-préfet de Dreux, parce que ça se cantonnait à Dreux. Et l'idée, c'était de quoi ? C'était de faire découvrir à travers le patrimoine l'histoire de notre pays, pour ancrer les jeunes dans ces racines qu'est notre histoire, qu'est notre pays. Et de proposer ces visites à des jeunes d'école classiques ou issus de l'immigration ou techniques. Donc ce qui était intéressant, c'est d'avoir un public très varié. Et donc on arrivait à les tenir quasiment 2 heures avec une variété entre l'histoire du lieu, l'histoire de la visite de la chapelle, donc l'histoire royale et religieuse, la partie environnementale avec la visite du parc, et ensuite on les recevait chez nous, on sortait la belle vaisselle,
Puis on avait tous ces jeunes qui étaient ravis d'être là. Je pense qu'il y a des sujets sur lesquels les Français vous attendent beaucoup. Nous avons parlé à l'instant des institutions, de ce qui leur manque pour assurer ce principe d'unité, de continuité, d'unité des Français, de continuité et de souci du long terme, comme vous le disiez à l'instant. Il y a aussi les questions internationales. Je vous sais, je ne voudrais pas vous embarrasser, mais je vous sais très alerté, et dans la période dans laquelle se déroule notre conversation, la question prend une certaine acuité par la tension croissante en Ukraine et autour de l'Ukraine. Là, vous avez des opinions assez tranchées. Enfin, vous avez un point de vue très net. En fait, c'est l'Europe a pris la trace de notre voisin et protecteur via l'OTAN. Mais ça, je dirais, c'est un peu la conséquence de l'intégration française de l'OTAN et de vouloir faire bon ménage avec tout le monde. De suivre un peu l'ami américain dans son engagement en Ukraine, qui est parfois, comme on l'a vu dans d'autres engagements, très... on y va, on met un peu la pagaille et puis on voit ce qui sort. Une pagaille sans je suis et en fait, à chaque fois, on est obligé, on l'a vu dans l'ensemble des engagements l'ensemble des engagements après-guerre, finalement avec des situations qui se sont empirées, où l'Amérique s'est retirée en n'ayant rien apporté. Si ce n'est le chaos, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, même le Vietnam avant, etc. Terribles, la Libye. Donc c'est... vous parlez de l'ami américain, je ne devrais pas vous couper, monseigneur, mais vous avez prononcé l'expression ami américain. Je ne sais pas si vous avez lu un livre d'Éric Branca qui a ce titre, l'ami américain. Il prouve que les États-Unis d'Amérique, depuis la Seconde Guerre mondiale, jouent plus souvent en sous-main contre les intérêts de la France, son indépendance. Oui, mais même... l'idée, c'était d'avoir... Je pense que d'ailleurs, dans cette obsession de casser l'Europe en deux, de mettre la Russie à l'écart pour faire en sorte que l'Europe ne reste pas au centre du monde et qu'elle soit traversée de conflits internes. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on retrouve à la poursuite de l'Octobre Rouge, où on demande qui es Tupolev, qu'est-ce que pense Tupolev. C'est celui qui essaie de suivre et de traquer le sous-marin qui essaie de passer à l'ouest. Et puis la réponse, c'est il y a dans le cœur de Tupolev que Tupolev. Voilà. Et donc je crois qu'on est dans la même... il y a le cœur dans le cœur de l'Amérique que l'Amérique. Et que les intérêts américains. Ils n'ont pas le souci qui sont des intérêts de ces équilibres. Qui sont des intérêts financiers et économiques. Essentiellement, mais ça c'est issu du protestantisme, c'est comme ça que ça fonctionne. Et de l'esprit du XVIIIe aussi. Donc pareil. Voilà, donc c'est il faudrait quand même qu'on commence à réfléchir à nos intérêts européens et nous au sein de l'Europe à défendre nos intérêts français et ce que font les Allemands, mais ils sont mieux calibrés institutionnellement. Aussi, une question d'état d'esprit. Je témoigne que j'ai vu pendant 10 ans au Parlement européen les uns et les autres agir. Les Allemands ont un grand souci qui est la défense des intérêts de l'Allemagne. Oui. J'ai vu les Espagnols obsédés par un grand souci qui est la défense des intérêts spécialement et nous, on est européens, voilà, nous, on est en faveur de l'Espagne. Oui, et les Français, au milieu de tout ça, ont un grand souci, l'Europe, à qui ils donnent tout. Oui. Mais notre idéalisme nous coûte cher. Mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et en fait, on l'a vu sur un certain nombre de choses. On l'a vu sur Airbus, par exemple. On l'a vu sur nos grands fleurons industriels. On a vu ça avec les Américains sur Alstom, où on a vendu les réacteurs aux Américains et où on les a récupérés finalement, mais sans la technologie. Oui. Alors qu'on était à la pointe de l'économie nucléaire. Oui. Moi, j'ai eu la chance de visiter le Lille à Bordeaux. Vous savez, cet accélérateur de particules qui est capable
de simuler des explosions nucléaires dans des petites... dans une genre de caisson rond, etc. J'ai visité Cadarache. Au sud. Je connaissais bien M. Bigot, qui était le responsable du programme nucléaire en France, etc. Donc j'ai vu tout ça et on était à la pointe. Et aujourd'hui, on a, avec les nouveaux réacteurs, où on n'est pas obligé de casser de casser l'uranium ou de l'enrichir, parce qu'on peut prendre les choses brutes. On en a avec la Nouvelle-Calédonie, je crois qu'on a pour 700 ans de réserve. Oui. Donc on a... Si toutefois la Nouvelle-Calédonie reste française, voilà. Mais il y a un enjeu là. Il y a un enjeu. Ah, mais il y a un énorme enjeu de défense nationale et d'indépendance. Et d'indépendance. Et pour une indépendance énergétique et une énergie qui est zéro carbone. Oui. Je pensais à la situation de l'Église et d'une manière générale à la déchristianisation de notre société. Elle ne vous inquiète pas? Non, parce que je vois qu'il y a des choses, il y a des renouveaux, il y a des jeunes qui s'engagent, il y a des familles qui se constituent. Voilà, il y a des écoles qui sont bien, qui forment bien cette nouvelle génération. Donc, voilà, ce que j'appelle, il faut qu'on sorte un peu du syndrome français, ce que j'appelle le syndrome français, c'est-à-dire 90% d'analyse et 10% de recommandations. Il faut voir les projets qui se montent et puis s'appuyer là-dessus, savoir qu'il y a une réalité autour, mais qu'il y a des beaux projets avec des gens qui sont vraiment intéressés pour faire avancer les choses et passionnés par notre pays et par les personnes qui le constituent. Enfin, finalement, Monseigneur, à l'issue de ces conversations, dont je vous remercie de nouveau, je voudrais que les Français sachent, à tout le moins ceux qui ont eu la gentillesse de nous écouter, de vous écouter jusqu'au bout, sachent qu'ils ont un prince. Et un prince très aigu, très en alerte, très au courant et qui se tient, parler de vos visites auprès de techniciens, qui se tient très informé de la marche du monde et des évolutions, y compris des évolutions techniques et scientifiques. Et d'une certaine façon, je pense que tôt ou tard, je fais de nouveau référence à la pauvre situation institutionnelle dans laquelle se trouve la France. Et derrière, c'est toujours pareil d'ailleurs, derrière les problèmes institutionnels, eh bien, il y a des problèmes politiques, et derrière les problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux, et derrière les problèmes sociaux, il y a des problèmes humains terribles, y compris la croissance de la pauvreté en France, qui a de quoi nous inquiéter, parce que les chiffres sont terribles, et puis à l'œil nu. J'avais vu ça dans une analyse alors c'est pas du secours catholique, mais c'était le secours populaire. Il y a quelques années, j'avais fait un papier justement là-dessus, et on voyait que, et en particulier chez les femmes, il y a de plus en plus dans la pauvreté, ce ne sont pas que les hommes qui perdent leur travail. Et puis des gens qui sont déconnectés, c'est-à-dire qui perdent pied parce qu'ils ne comprennent plus le monde et qu'ils finissent sur les trottoirs. C'est-à-dire situation assez scandaleuse, et je pense que si une sorte de déréliction s'empare des esprits, il faut que personne n'oublie qu'il y a quelque part en France un prince, encore une fois, qui se tient à l'écoute et qui se tient informé et qui se tient prêt. Oui, absolument. C'est important. Service. Voilà, c'est important parce que aujourd'hui, on réfléchit aux alternatives. On parle de l'écologie, on parle de l'électrique par rapport au diesel, etc. Donc, voilà, on serait peut-être l'électrique de la politique. Il y a toujours une alternative. Il y a toujours pour les temps qui viennent. Plusieurs manières de voir les choses. Et peut-être un grand concours de Français prêteront attention de plus en plus, prêteront attention
au prince Jean. Moi, j'aime bien dire prince Jean. On peut dire le comte de Paris, on peut Effectivement. dire Jean d'Orléans. Vous avez plusieurs appellations. Laquelle Le prince Jean, c'est souhaiteriez-vous? très bien. Puis ça correspond, je me souviens, lors du millénaire capétien, il y avait eu une première question de l'émission de Patrick Poivre d'Arvor qui passait le dimanche après-midi sur je ne sais pas quelle chaîne, où il y avait quand même 4 millions de vues ou quelque chose comme ça. Il m'avait posé la question et on s'était arrêté sur Prince Jean. Ça faisait à la fois référence à l'histoire et puis à ce que vous évoquiez tout à l'heure, peut-être la simplicité Et oui. de ce que sont les princes, ou de ce que devraient être les princes s'ils ne le sont pas. Alors, Monseigneur, cher Prince Jean, je vous suis très reconnaissant de la simplicité avec laquelle vous êtes plié à cet exercice. Et une fois encore, je voudrais vraiment que, je vous le demande au nom de beaucoup de gens, vous poursuivez votre tâche, que vous fassiez connaître, que les Français sachent qu'ils ont un repère qui est institué par les siècles, par la longue durée, qui a donc le sens du long terme, peut-être ce qui nous manque le plus. Oui, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. C'est-à-dire de raccrocher la politique à ce dont elle n'est qu'une partie, c'est-à-dire l'histoire, le sens de l'histoire. Et Dieu sait que vous incarnez magnifiquement cette continuité. Elle est un élément à ajouter au débat politique et à installer dans le cœur des Français, et que vous incarnez. En tout cas, je tenais aussi à vous remercier de cet échange qui voilà, très, très impromptu et très direct, qui permet d'aborder les différentes questions sans phare. Sans phare, et simplement. Et simplement. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci Prince infiniment. Jean, à bientôt. À bientôt.